Moi, je me suis beaucoup intéressé. Je crois que je suis peut-être le seul. Ouf, enfin quelqu'un qui Non, mais fasse, pas du tout pas pour le carnet de naissance, mais parce que, enfin, je trouve que ça raconte quelque chose de très intéressant des impasses de la communication sarkozienne. C'est quelqu'un qui a tellement personnalisé l'exercice du pouvoir, qui a tellement mis de sa vie privée dans la vie publique, que là, il arrive à un moment où il voudrait ne pas le faire, parce qu'il essaie de se représidentialiser et du coup, il essaie de disparaître, il essaie de... et en même temps, il n'y arrive pas bien. Il fait quelque chose de très compliqué. Vous le rappeliez pour peut-être Tony Blair, ça pourrait être très simple, et c'est en fait très compliqué. On l'a vu avec la séquence assez amusante où il parle devant les ouvriers. À la fois, il essaie de pas trop en dire. En même temps, il a très très envie de raconter sa vie, et on pourrait le comprendre à ce moment-là. Et je trouve que ça annonce quelque chose de peut-être d'assez intéressant sur ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est-à-dire sur le prochain Sarkozy, le Sarkozy saison 5. Ah, parce qu'il revient, ça y est. Pour aller exactement dans le même sens, je dirais quand même, je suis d'accord avec vous sur le caractère tout à fait surréaliste de l'opération. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a annoncé, elle a annoncé, Carla, qu'elle allait, j'allais dire Julia, non, Julia n'a rien dit, mais Carla a annoncé qu'elle participerait en fait, qu'elle soutiendrait son mari. Donc c'est bien le couple qui va se battre dans cette élection présidentielle, et dans cette affaire-là, il est évident que le couple, il a cet enfant et que ce n'est pas tout à fait négligeable. Donc politiquement, je dis bien, la République, c'est pas un couple monarchique, que diable. Mais je suis d'accord avec vous, mais on fait de la politique. Dans la politique, aux États-Unis, on voit le... Ce n'est pas un modèle. En tout cas, pas pour Claude Agege. Je suis d'accord. Je vous interromps. Passons au sujet suivant, si vous êtes tous d'accord. Coup sur coup, on vient d'apprendre que la charia sera la principale source de droit dans la Libye post-Kadhafi. On vient également, il vient d'y avoir des élections, les premières élections libres en Tunisie, et c'est le parti islamiste qui est arrivé en tête. Regardez, voilà ce qu'on en a dit à la télévision récemment. La peur des islamistes commence. Ces femmes sont en liesse, célébrant cette nouvelle Libye. Un pays qui sera désormais sous le règne de la charia. Nous, en tant que pays musulman, nous avons adopté la charia comme source essentielle de notre législation. Qu'un pays musulman applique la charia, en tout cas pour ces Libyens, rien de choquant. Notre religion, c'est l'islam. La charia est la bienvenue. Même sous Kadhafi, on a toujours eu un mélange de loi islamique et de code civil français. Pour le moment, la Libye n'évoque que quelques dispositions, comme le droit à la polygamie ou l'interdiction de divorcer pour une femme sans l'autorisation de son mari. Dès hier, ces partisans du parti islamiste Ennahda se félicitaient de leur succès. Le chef d'Ennahda, Renaissance en arabe, le voici. Rachid Ranouchi a passé 22 ans en exil en Grande-Bretagne. Grand vainqueur attendu du scrutin de dimanche, le premier réellement démocratique de l'histoire du pays, il sait qu'il divise. Salué par ses partisans au cri de Dieu est grand, il est admonesté par des adversaires. Maintenant, le peuple tunisien tient à une chose, diviser le politique du religieux. D'ores et déjà, Ennahda sait qu'il n'aura qu'une majorité relative dans l'Assemblée constituante. Aussi, le parti islamiste a-t-il proposé à deux formations laïques, le Congrès pour la République et État catholique, de former une alliance. Alors sont venus nous rejoindre sur le plateau Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Votre dernier livre s'appelle d'ailleurs Comprendre la géopolitique. Vincent Gesser, vous êtes sociologue, politologue, vous êtes l'auteur de La nouvelle islamophobie, de Dictateur en sursis, la revanche des peuples arabes, et vous venez de publier Renaissance arabe, 7 questions clés sur des révolutions en marche, avec Michael Béchin-Ayari. Enfin, Michel Colomb, vous êtes journaliste, fondateur d'Investigue Action, qui a pour objectif, je vous cite, de décoder l'information et de diffuser des textes de citoyens qui n'ont pas voix dans les médias traditionnels. Vous venez de publier Libye, OTAN et médias mensonges. Des médias mensonges, vous en aviez déjà fait sur la guerre du Golfe, sur la guerre en Yougoslavie. Quand vous regardez, commençons par la Libye, si vous le voulez bien. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'était hier, Michel Colomb? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda, avec le groupe islamique de combat libyen, qui sont des terroristes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CIA, les rapports des ambassades des États-Unis
révélés par Wikileaks, ce sont des terroristes recyclés. Et ce qui est paradoxal... Pardonnez-moi, ils l'ont fait volontairement, d'après vous? Oui, parce que, contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi avait des ennemis, mais avait aussi un grand soutien. La Libye, comme on l'avait dit dans une émission précédente chez vous, c'est un pays de tribus. Il avait un soutien à cause de ses réalisations sociales, à cause du fait qu'à la différence de Ben Ali ou de Moubarak, c'était pas tout dans la poche et on laisse le peuple dans la pauvreté. Il y avait une redistribution. Le chauffeur de taxi, il avait une maison, il avait un appartement, il avait l'électricité gratuite, il avait l'éducation, les soins de santé, même s'il se faisait opérer à l'étranger. Donc un petit contraste avec le chauffeur de taxi dont vous avez parlé. Donc effectivement, Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc c'est pas une surprise. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors, si c'est une guerre du fric, excusez-moi, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda? Il y a plusieurs raisons. Le pétrole, bien entendu, et là, il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour le fric, et que c'est un très dangereux précédent. Frédéric Ancel ? Le droit international n'a bien évidemment pas été violé. Je rappelle que la résolution 1973 a été votée en bonne et due forme par le Conseil de sécurité, très exactement comme il le faut et comme le droit international l'exige. Je rappelle que les Russes et les Chinois, une fois n'est pas coutume, se sont abstenus. Autrement dit, on laissait faire. En réalité, on approuvé. Sinon, ils auraient mis leur veto. Comme le droit international, évidemment, le leur accordait. On oublie peut-être, là, depuis quelques dizaines de secondes, quelque chose d'un tout petit peu fondamental, c'est que les Libyens se sont révoltés. Une région entière s'est révoltée autour de Benghazi, et pas seulement autour de Benghazi et de Tobrouk, mais l'ensemble de la Cyrénaïque. Et au-delà de la Cyrénaïque, une bonne partie de la Tripolitaine. Et que cette révolte massive, très importante, qui a été saluée par toutes les images, à moins bien évidemment qu'elle soit truquée, depuis plusieurs mois, et jusqu'à la mort de Kadhafi, qui est certainement d'ailleurs regrettable, dont les conditions en tout cas sont certainement regrettables, on pourra peut-être y revenir. Ce peuple-là s'est soulevé de manière à peu près unanime contre Kadhafi, et ça s'inscrivait dans le cadre d'un printemps arabe qu'on n'a quand même pas inventé, ni les Français, ni les Italiens, ni les Américains, et sûrement pas les Américains, qui étaient parfaitement à la traîne sur cette question-là. Et il a fallu, et là au moins je vous rejoins, il a fallu que les Français, les Britanniques, certainement pas pour des questions pétrolières, là aussi on pourra y revenir, mais il a fallu que les Français et les Britanniques fassent quasiment violence à Barack Obama, qui a d'autres chats à fouetter en ce moment, pour qu'il intervienne et pour qu'il nous aide avec toute sa logistique. Enfin, dernier point, Kadhafi, bien évidemment, n'a jamais aidé les Palestiniens, cher monsieur, et vous le savez parfaitement, à chaque fois que les États arabes demandaient un soutien, soit financier, soit militaire, depuis la guerre de Kippour de 73 jusqu'à ces dernières années, Kadhafi répondait non. En revanche, il a très bien su chasser en plein désert dans les années 90 plusieurs milliers de réfugiés palestiniens donc qui vivaient en Libye depuis pas mal d'années. Pour faire quoi? Pour faire payer à Arafat le fait qu'il ait signé un accord de paix, enfin les accords d'Oslo avec Israël en 93. C'était ça, Kadhafi. Vincent Gesser ? Oui, moi je crois qu'il faut un peu aussi dépasser la théorie du complot et pas tout ramener à l'OTAN. Au départ, il est vrai qu'il y a, et les sociologues, et je rends hommage à tous mes collègues qui travaillent sur la Libye, un cycle de protestation en Libye qui est assez conforme à ce qui va se passer en Tunisie et en Égypte. Nous faire croire tout de suite qu'effectivement il y aura un complot de la CIA et tout ça, je crois que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Michel Collomb. Et en fait, au début, ce sont des protestations classiques qui sont d'ailleurs très fortement inspirées d'un pays voisin
puisqu'il y a même des cousinages, je dirais, en termes culturels, qui est avec la Tunisie. Alors là où je serais un peu plus nuancé avec vous, je crois que l'OTAN avait des intérêts, mais lesquels? Et moi, je suis très choqué par l'argument du pétrole, parce que si l'OTAN n'était pas partie en guerre, on aurait dit c'est à cause du pétrole, c'est pour protéger le pétrole de Kadhafi. Et s'il part en guerre, on dit c'est à cause du pétrole aussi. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, il faut observer, et la plupart des collègues qui travaillent sérieusement montrent quand même que c'était une bonne dictature et qu'il n'y a pas de dictature éclairée. Moi, je crois qu'il faut un peu sortir de cette idée qu'il y a eu des dictateurs qui ont apporté à leur peuple. Ça a été vrai pour Bourguiba, ça a été vrai pour Boumedienne, d'une certaine manière pour Nasser, mais je dirais qu'on est sorti de ce cycle politique et qu'aujourd'hui, massivement, les peuples arabes n'ont plus besoin de tuteurs, n'ont plus besoin de cette figure du despote éclairé. Il n'y a pas de despote éclairé et je crois que les études sociologiques le montrent, il n'y a que des despotes et des dictatures. Mais alors, juste pour faire avancer, là où on en est aujourd'hui, c'est justement l'annonce de la référence à la charia. Et là, immédiatement, en France, mais j'imagine dans d'autres pays occidentaux, on commence à avoir peur des islamistes. Est-ce que ça vous semble? C'est un de vos sujets. C'est un terme générique. On peut tout y mettre. On peut même faire des charias quasiment laïques et sécularistes à partir du moment où derrière, alors c'est la référence effectivement islamique indirecte quand on prononce ce mot charia, mais on peut arriver, par exemple, le code du statut personnel tunisien qui est cité en exemple de libération de la femme, à juste titre. Établissement du divorce civil, établissement du mariage civil, abolition de la répudiation et de la polygamie, s'inspire aussi des préceptes de l'islam. Donc quand il dit la charia, il faut voir ce qu'il met derrière. Là, il a mis effectivement un certain nombre, je dirais, de mesures, telles que le rétablissement de la polygamie, mais dans des contextes aussi où il faut préciser que la polygamie a quand même disparu au Maghreb. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu une grande méprise sur les révolutions démocratiques. Sans tomber dans la thèse qu'a pu défendre Alexandre Adler du retour au califat islamique. En gros, qu'est-ce qu'il disait? Il disait les révolutions arabes vont nous rétablir le califat islamique. Et sans tomber dans l'autre thèse du post-islamiste qui disait les islamistes ont disparu, c'était des révolutions imberbes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que finalement, les révolutions ou les transitions démocratiques se teintent de poils de barbe, en quelque part. Parce qu'en fait, il y a toujours eu cette dimension-là, sans tomber dans le culturalisme, sans dire que les peuples arabes sont prisonniers de l'islam, je dirais que les deux n'étaient pas incompatibles et que ceux qui manifestaient au nom de la démocratie, pour les libertés individuelles, pour la droit de se libérer, en quelque sorte, des dictatures, avaient aussi des référents islamiques. Et le retour des partis islamistes, à mon avis, c'est pas un retour, c'est que ces partis-là étaient des références, alors en Tunisie, il était réprimé, mais les réseaux de sociabilité autour des prisonniers politiques islamistes dans les prisons existaient. Donc de ce point de vue-là, je crois que la thèse du post-islamisme selon laquelle finalement les islamistes auraient disparu et que nous serions en présence de révolutions imberbes et laïques, je crois que c'était un peu forcé. Finalement, nous sommes en présence de révolutions démocratiques, porteurs aussi d'ambivalence dans ces références à l'islamité et à la religion, et nous le voyons aujourd'hui dans les transitions démocratiques. Nous avons des démocrates sincères qui vous disent l'islam doit rester religion de l'État. En Tunisie, je vous signale que les défenseurs de la thèse de l'article 1, l'islam religion d'État, vous avez les islamistes, vous avez les sociodémocrates, vous avez les nationalistes arabes et une grande partie de la gauche qui ne veut pas toucher à l'article 1 de la Constitution, et que les laïcs qui eux veulent supprimer l'article 1, c'est-à-dire l'islam dans la Constitution comme référence de l'État, sont très 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 minoritaires. On peut le regretter, mais les bons sociodémocrates tunisiens, les équivalents de François Hollande tunisiens, sont pour le maintien de cette référence en jouant sur l'ambivalence qu'il s'agit d'une référence culturelle et non d'une référence religieuse. Pour ma part, en tant que sociologue, je suis sceptique, mais en tout cas, ils jouent sur ça. C'est une référence culturelle, on ne veut pas y toucher. Donc l'islamité participe, je dirais, des mobilisations politiques dans le monde arabe, qu'on soit content ou pas content.